alternatives à la médecine pour guérir la solitude. Donc, les relations sociales, c'est bon pour la santé. Vous vous souvenez probablement d'un bon moment avec vos proches. Vous avez eu besoin d'aide pour déménager. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai aidé mon ami à déménager. Je suis une bonne amie. Également, si vous venez de vous faire domper puis vous avez une épaule sur laquelle pleurer, vous vous rendez peut-être compte. Moi aussi, on ne veut pas que je parle du fait de parler. Donc, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ces interactions sociales-là, ces relations sociales-là que vous avez dans votre quotidien, elles sont bonnes pour votre santé. On va tenter de vous expliquer pourquoi. Si on regarde dans la littérature, le fait d'avoir davantage d'implications formelles, on parle du bénévolat, par exemple, le petit programme, par hasard, ou des implications informelles comme un souper entre amis, c'est associé avec des habitudes de vie saines à long terme, donc tout au cours de votre vie. Également, le fait d'avoir un soutien social également tout au cours de votre vie, c'est associé avec des meilleurs indicateurs de santé physique, mais aussi de santé mentale. Donc, on aime ça. On pourrait se poser la question, si on parle de relations sociales, la solitude a fait quoi dans la vie? Est-ce que c'est néfaste? La réponse, c'est oui, à un certain degré. Il faut comprendre qu'il y a deux types de solitude. Pour la présentation, gardez ça en tête. Il y a la solitude sociale. Ça, c'est le fait, c'est un manque d'interaction sociale, une isolation sociale. Donc, par exemple, le fait d'habiter dans un trou à 5 km des murs, pas de Wi-Fi, pas de cell, donc on manque d'interaction sociale. Ensuite, on a la solitude affective. Quand on parle de ce type de solitude-là, on parle du manque de relations sociales de qualité et des relations sociales intimes. Donc, il faut comprendre que la solitude, c'est un sentiment qui est déplaisant. Et donc, voilà, ça, on n'aime pas ça. Et la solitude, est-ce que c'est un problème de santé publique? Si on s'intéresse aux stats descriptives, il y a Statistique Canada qui nous a fait le portrait de la solitude. Souvent, on va s'intéresser au Québec parce que vive le Québec libre. Donc, si vous regardez, on a 14% des personnes âgées de 15 ans et plus qui rapportent sentir souvent, voire toujours, de la solitude. C'est beaucoup de personnes seules ensemble, comme dirait Daniel Bélanger. Puis, en fonction de l'âge, on remarque que ce sont les jeunes entre 15 et 24 ans. On pourrait émettre l'hypothèse que les réseaux sociaux impactent ces statistiques-là, et les personnes âgées aussi. Et à titre indicatif, ce sont davantage les femmes qui ont déclaré se sentir toujours ou souvent seules. Bonne question. Si on s'intéresse aux effets de la solitude sur la santé, bien, on remarque que les personnes qui rapportent en sentir davantage ont plus de chances d'avoir des dépressions au cours de leur vie, d'avoir plus de troubles cardiaques et d'avoir une mortalité précoce, toutes causes confondues. Puis aussi, ça impacte les habitudes de vie au quotidien. On peut penser par exemple à un sommeil davantage perturbé, à une consommation de drogue ou d'alcool plus accrue et des visites chez le médecin tout simplement plus fréquentes. Juste pour vous aider à voir à quel point c'est problématique la solitude, il y a une méta-analyse aux États-Unis qui ont fait plein d'études sur les pires comorbidités. Pour passer avec une comorbidité, c'est ce qui génère plein d'autres problèmes. Puis dans les trois plus élevés qui ont été trouvés, avec l'obésité et la cigarette, c'était la solitude. Donc, être seul, ça fait que tu as plein d'autres problèmes de santé. Voilà, puis là, c'est pour vous montrer l'ampleur de la problématique dans les médias. On se demandait même si on ne devait pas créer le ministère de la solitude. C'est quand même triste qu'on est rendu là. Il y a davantage d'experts de toutes sortes de disciplines qui sont capables d'identifier que la solitude est un problème. Je vous donne un exemple d'un sociologue qui dit que plus les gens souffrent de la solitude, plus les maux sociaux vont changer. D'ailleurs, on fait souvent une comparaison entre le fléau du tabagisme et le fléau de la solitude. On parle même, dans certains cas, d'une pandémie de solitude qui affecte nos sociétés occidentales. Donc, c'est culturel. Ah oui, j'avais pas fini. Avant qu'on passe à notre solution miracle, non, c'est pas miracle. On veut
On en a parlé dans la présentation tout à l'heure, les antidépresseurs, on va souvent prescrire, les médecins ont leur paradigme de santé, de traitement. Nous, aujourd'hui, on va parler de prévention de la solitude, et ce, par le dialogue. Et on va tenter de vous expliquer comment, avec une perspective philosophique. Bon, sachant qu'être seul fait qu'on meurt plus, on va essayer d'être moins seul. On va essayer aussi de rendre la philosophie utile pour une fois. Moi, je suis une maîtrise en philosophie, donc c'est ma tentative. Le dialogue, pour faire simple, ça veut dire penser à deux. Dialogos. Okay? Pour savoir de quoi on parle, je vais vous le définir rapidement. Il y a 3 éléments essentiels au dialogue. Il y a l'écoute, le dépassement et le décentrement. Quand on parle de l'écoute propre au dialogue, c'est pas n'importe quelle écoute. Ça prend d'abord une position d'ouverture, une curiosité et de poser des questions, c'est-à-dire à être humble face à ce qui se passe. Pour avoir une bonne idée, c'est quoi penser à un enfant de 3 à 5 ans qui demande sans arrêt, mais vraiment sans arrêt. Pourquoi? Je sais, j'en ai un. Et quand il demande pourquoi, il n'a aucune présupposition et aucun préjugé. Il est vraiment dans la curiosité et dans l'émerveillement. Il est vraiment à l'extérieur de lui pour découvrir le monde. Ensuite, il y a la notion de dépassement. La notion de dépassement, c'est ce qui nous permet de distinguer le dialogue d'une discussion. C'est-à-dire qu'on a notre état de départ de compréhension, puis on va aller plus loin. On veut, ça prend un bon niveau de motivation et de rigueur pour atteindre ce dépassement-là, et c'est justement ça qui la distingue de d'autres types de conversations. Finalement, le décentrement. L'essentiel du dialogue, plus loin, c'est on veut être entre les deux. Je sors de moi-même et elle sort d'elle-même pour qu'on comprenne ensemble c'est quoi cette chose-là. Puis l'image qui est là, elle est très pertinente pour ça. Parce que, est-ce que c'est un 6 ou un 9? C'est les deux. Et la seule façon de réaliser que c'est les deux à la fois, c'est d'être un en face de l'autre devant l'objet. Parce que si je suis seul, c'est un 6 ou c'est un 9. Mais si je suis deux, c'est un 6 et un 9 à la fois. Pour comprendre le monde, il faut être plusieurs, il faut avoir plusieurs perspectives. Donc, ça, c'est le résumé de ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Le dialogue, ça a beaucoup d'impact sur notre pouvoir d'action, puis ça va être ça qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, puis sur notre réseau social. Maintenant, ça a un petit rapport avec les habitudes de vie, mais on ne va pas trop rentrer là-dedans, ne serait-ce que avoir le dialogue comme habitude de vie, c'est positif. Maintenant, oui, excuse-moi les petites flèches. Alors, c'est quoi le pouvoir d'action? Le pouvoir d'action, c'est tout simplement vouloir faire quelque chose, le faire et avoir le résultat que tu voulais. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de comprendre le monde pour avoir un pouvoir d'action? C'est parce que si tu veux commander une pizza, tu ne sais pas comment fonctionne un téléphone, tu ne pourras pas le faire. Plus tu comprends les choses, plus tu peux agir sur le monde. Dans le domaine de la santé, c'est très pertinent, parce que plus tu comprends ton corps, plus tu comprends les impacts de ce que tu fais et ce que tu manges, plus tu peux agir de façon volontaire sur ta santé. Donc, le dialogue, ce que ça donne, c'est des perspectives diverses sur le monde. Et donc, comme je viens juste de dire, ça te permet d'avoir un accès différent à tes habitudes de vie. On va voir beaucoup mieux après. Maintenant, la possibilité même d'apprendre dépend du dialogue. On peut le voir à l'école. Quand on est à l'école, on est constamment dans une perspective où on interagit avec d'autres pour apprendre. Quand tu es seul, c'est presque impossible de changer. Et souvent, une des comorbidités de la solitude, c'est que tu as des mauvaises habitudes de vie, tu ne prends pas des bonnes décisions. Mais la possibilité de changer vient de voir d'autres personnes qui te partagent des informations. Et les voir et le vivre, c'est très différent que de lire une statistique sur Internet. C'est une information inerte versus une information vivante qui est donnée par quelqu'un d'autre, ça change grandement nos comportements. Le réseau social, on peut le concevoir comme un outil direct. Comme Célia l'a dit tantôt, est allé aider son ami à déménager, c'est un outil direct. On peut aussi le concevoir comme un outil indirect, par les perspectives et les connaissances qu'il te donne sur le monde. Maintenant, quand on est seul, souvent on prend moins soin de nous, parce que le regard de l'autre est une source de motivation. Quand il se porte sur nous, il nous aide à mieux nous comprendre, il nous motive à prendre soin de nous. Quand il se porte sur le monde, il nous aide à comprendre le monde, et donc, et surtout nous-mêmes, et donc à changer. Par rapport aux habitudes de vie et de santé, justement, c'est que moi, pour ceux qui le savent, on habite ensemble, on est une grande gang, puis eux, ce sont tous des gens super en forme. Moi, ça fait longtemps que je le sais qu'il faut faire du sport pour être en santé. Tout le monde le sait qu'il faut faire du sport pour être en santé. Mais c'est en partageant ta vie,
ton réseau social avec des gens qui le font, que ça te motive réellement, que tu vis cette information-là pour de vrai. Et si tu es seul, tu n'as pas accès à cette possibilité de changer là. Voilà. Donc, pour revenir ce soir, le dialogue pour vaincre la solitude est gagné en santé. Parler aide votre pouvoir d'action de manière directe ou indirecte pour améliorer vos habitudes de vie. Merci. Avez-vous des questions? Je ferai la meilleure écoute possible. Oui, j'écoute. Oui, alors la question c'est s'il y a des gens qui n'ont pas accès au dialogue, c'est quoi les alternatives? Est-ce que j'ai bien résumé? Oui. OK. Ben, moi, en tant que philosophe, je te dirais que personne qui n'a pas accès au dialogue parce que c'est notre rapport au monde. OK? J'en ai pas parlé, mais j'ai même une diapo pour ça. Notre raison est un rapport dialogique avec le monde constamment. Fait que si tu as une pomme, et que tu n'es pas ouvert à la pomme, ta possibilité d'interagir comme il faut avec la pomme n'est pas là. De base, notre cerveau est programmé pour être en rapport dialogique, c'est-à-dire la pomme et moi, on se retrouve entre nous deux pour mieux se comprendre. Si la pomme est dégueu, puis que je suis fermé à la pomme, puis que je prétends que je sais déjà qu'elle va être bonne parce que, mettons, c'est ma soeur qui me l'a vendu, ma soeur a mangé des bonnes pommes, ben je vais la manger, puis elle va être dégueu, puis je vais être déçu. On est toujours dans un rapport dialogique au monde. Le dialogue, c'est pas nécessairement parler, on se parle comme ça. C'est une perspective sur tes relations sociales, sur comment appréhender les autres. C'est vraiment l'idée de dire, la façon de comprendre le monde, c'est, imagine que le monde, c'est une pièce complètement noire, puis que ce que tu as accès, c'est une lampe torche, qui pointe seulement un petit faisceau de lumière dans la pièce. La seule façon que tu as de connaître le monde en entier, c'est de demander aux autres gens qui sont dans la pièce avec toi. Parce que si toi, tu fais le tour, il n'y a rien qui te prouve que par le temps que tu as fini de faire le tour, ce que tu as regardé au début est encore comme c'était. C'est vraiment une perspective philosophique, une perspective que tu as face aux autres et non simplement l'acte communicationnel de parler. Je peux ajouter avec ma perspective de promotion de la santé, mais en fait, ce que Gabriel tente de dire, c'est que le dialogue, c'est communiquer. Nous, on vous dit parler, on assume que tout le monde parle ici, mais c'est une excellente question, puis il y en a qui ne peuvent pas. On a d'autres moyens de communiquer dans la vie. Donc, ces gens-là sont en rapport dialogique également, mais avec un autre moyen. Allez, une question. Attends, juste, si tu veux une alternative, là, dans le sens, si tu veux un exemple d'une alternative, ça pourrait être, toi et moi, on a de la à se parler, peu importe pourquoi, okay? Physiquement, émotionnel. Je te prête un livre, et tu me prêtes un livre, et on essaie de mieux comprendre le monde ensemble par là. C'est très limitant par rapport à ce qu'on essayait d'exprimer par rapport aux habitudes de vie et à la santé, mais ça fonctionne quand même. Parle-moi pas sur les réseaux sociaux. Alors, la question c'est, est-ce que les réseaux sociaux ne sont qu'une chimère qui génère plus de solitude que les restes? Oui. Je pense que c'est assez simple, puis honnêtement, je dis pas ça à travers mon chapeau, là, je pense que ta question aussi vient de là, c'est assez reconnu, là, puis les réseaux sociaux, écoute, il y a vraiment beaucoup là-dedans. Il y a plein de mécanismes comme sous-réflexifs ou pré-réflexifs, c'était mieux, qui ont lieu quand on a une conversation en personne, qui n'ont pas lieu quand on a une conversation sur les réseaux sociaux. Un de ceux-là, qui n'a pas nécessairement rapport au dialogue, mais c'est juste pour dire comment ça ne fonctionne pas comme type de communication, c'est la menace d'alliance. Si je suis avec elle en ce moment, et qu'elle me dit quelque chose de vraiment méchant, la possibilité, même si c'est très très faible, que je sois violent avec elle, va faire en sorte qu'elle va moduler son comportement pour être
décent au moins. Ça, c'est pas là sur les réseaux sociaux. C'est juste un des nombreux mécanismes qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, mais qui sont présents dans les conversations en personne. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est une horreur. S'il vous plaît, laissez-vous pas aux gens d'aller là-dessus. Mais aussi, en tant que chapeau santé publique, il y a une éducation à faire en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Par contre, je peux bien dire que la santé publique va faire tous les messages de prévention-promotion du monde. C'est la jungle sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la jungle. Puis on voit avec l'intelligence artificielle comment, si tu le laisses aller seul, il flippe. Shit. Donc voilà, c'est comme, on peut bien essayer de mettre, il y a des organismes comme le Ciel qui essaient, Google Research, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme au long, qui essaient de faire l'éducation auprès des jeunes surtout, mais c'est ça. Après, c'est comme l'infini. C'est dur de travailler avec l'infini. Je sais pas tout. Pas de stress. Ouais, comme je disais à monsieur là-bas, oui, excuse-moi, la question était, est-ce que ça s'applique simplement dans une entreprise des humains, donc un dialogue des humains, ou est-ce que ça peut s'appliquer aux animaux puis donc à la zoothérapie? Pardon. La réponse est oui, de façon très limitée. Comme j'ai dit à monsieur, le dialogue, c'est une perspective, c'est une façon d'approcher le monde, donc tu dialogues avec ta pomme aussi. C'est-à-dire, ta raison a un rapport dialogique avec la pomme. Mais si on parle de santé et de combattre la solitude spécifiquement, pour ce qui est des habitudes de vie, ton chien ne va pas t'enseigner à avoir des meilleures habitudes de vie trop, à moins peut-être de ne pas faire tout par terre. Ce qui est sain, mais peut-être pas l'idéal pour être en santé. Fait que, je pense que la zoothérapie, c'est extrêmement bénéfique, mais je pense que ça serait un enjeu, une branche distincte. Parce que tes possibilités d'augmenter ton pouvoir d'action par tes interactions avec ton animal existent, dans le sens que ça peut te donner courage, etc. Mais elles sont moins grandes en termes de possibilités qu'avec un être humain qui sait et qui vit la même vie que toi. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Donc, comment je résume ça? C'est une chose. Est-ce que c'est possible d'être seul, d'un point de vue des autres êtres humains, mais de quand même atteindre un espèce de niveau de bien-être parce qu'on a un rapport dialogique positif avec le monde? Oui, je pense que oui. Mais c'est parce qu'il y a deux types de solitude, comme on l'a vu tantôt. C'est-à-dire que tu peux avoir un réseau social très limité, donc une solitude sociale forte, mais une solitude affective faible, parce que tu te sens pas seul. Parce que tu as un rapport positif avec les choses qui t'entourent, que ce soit ton chien ou les arbres ou ton jardin. Puis ton jardin, tu sais, on rit, mais. Je ne veux pas rentrer dans les garçons, mais. En tant qu'être au monde, participer au monde, c'est-à-dire faire un jardin, mettons, ça peut te donner un très très grand sentiment de bien-être parce que tu es le monde dans lequel tu vis. Fait que oui, je pense que c'est possible. C'est ça, juste pour faire du pouce là-dessus, tantôt j'ai complètement oublié de le mentionner, mais c'est tout important. Tu sais, tu peux avoir de la solitude sociale, donc être isolé des gens, mais sans vivre de la solitude négative, donc le sentiment négatif. Et à l'inverse, tu peux ressentir, en fait, tu peux avoir un réseau social, être avec plein de gens constamment, mais de ressentir de la solitude quand même, tu sais, l'aspect négatif. Donc c'est pour ça que, tu sais, après là, ce soir, une perspective philosophique à comprendre ton rapport au monde, tu sais, c'est très. On pourrait mélanger ça avec les psychédéliques ce soir, je pense. Peut-être que la personne avait recours à des psychédéliques dans le bois. Ça devrait nous manquer. Mais voilà, Je sais pas si on a. On a plus de termes en question. Merci beaucoup. Merci.